Bonsoir à tous. Deuxième conf ce soir, donc c'est tout ce qui est API REST sous Android. Donc on va essayer de parler un peu plus d'architecture, en tout cas comment organiser son projet pour que ce ne soit pas simplement attaquer une API REST, mais surtout essayer de la structurer pour que ce soit plus facilement maintenable et pour que ce soit assez robuste. Donc je m'appelle Romain Mouton, ça fait moins d'1 an que je suis à Webedia. J'ai passé avant 2 ans à Level Up Studio. Je fais de l'Android depuis 3 ans, je suis ingé depuis 5 et il y a 8 ans j'avais 20 ans. Ça c'est mon Twitter, je viens juste pour récupérer des followers, donc tant que j'ai pas 20 followers, je ne pas d'ici. Le 2, 3, 5, 8 évolue. Je sais pas, tu crois que c'est une suite de Fibonacci ou pas? Donc on va parler d'API REST. La définition de celui qui l'a inventé, c'est Representational State Transfer is a style of software architecture for distributed systems such as the World Wide Web. Donc du coup, ce que ça veut dire surtout, c'est que c'est pas du tout un protocole, et ça c'est important, c'est-à-dire que SOAP c'est un protocole, REST n'en est pas un, c'est basé sur un protocole qui est HTTP, qui est souvent utilisé, mais REST n'est pas un protocole, c'est juste une façon de configurer et de structurer son API pour qu'elle réponde à un standard. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une API qui est censée être sans état, ça veut dire que n'importe quelle requête qui part à votre serveur est censée pouvoir être compris par le serveur. On n'a pas de notion de session, ou en tout cas on n'est pas obligé de faire une première requête pour avoir une information, puis une deuxième pour en avoir une autre, etc. On n'est pas obligé de chaîner les appels pour avoir une information. Du coup, la première façon de faire un appel HTTP du coup sous Android, c'est avec les classes de base que nous propose le SDK. La première, Apache HTTP client. Qui a déjà essayé de l'utiliser? Qui a trouvé ça bien? Ah, il y en a un quand même. Mais il y a longtemps. Ah, ça aide. Ouais, voilà. Le truc qu'il y a, c'est que du coup, Apache HTTP client n'est pas tellement maintenu. Il y a des bugs qui sont connus, qui n'ont jamais été corrigés par Google et ils ne veulent pas le corriger. Donc du coup, je l'utilise personnellement absolument jamais. Du coup, il y a une nouvelle classe qu'ils ont faite qui est plus utilisée sur Android, qui est HTTP URL Connection, où là, je pense qu'il y a plus de monde qui est censé l'utiliser. Mais le problème de cette classe-là, c'est qu'elle est très verbeuse et que personnellement, à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser cette classe-là pour faire un appel HTTP, je suis obligé de me retaper la doc parce qu'il y a forcément un truc que j'oublie. Le nom d'une classe, un paramètre ou n'importe quoi. Donc du coup, personnellement, je ne l'utilise pas non plus. Et j'utilise en fait une encapsulation qui va permettre de me masquer toute cette partie de tuyauterie et toute cette connexion HTTP. Et pour ça, une des libs que j'utilise à peu près tout le temps dans mes projets qui ont besoin d'une API REST, c'est Retrofit. Qui connaît Retrofit? Qui utilise une autre lib pour faire des appels REST sous la lib que tu avais présentée la dernière fois? Forcément. Qui utilise RoboSpice? Ah, ça c'est français quoi, c'est français. Donc Retrofit est une lib qui a été créée chez Square. Jack Wharton qui a beaucoup travaillé dessus. L'intérêt de cette lib, c'est de déplacer déjà dans un premier temps quasiment automatiquement tous les appels hors du thread UI, puisqu'on évite forcément de faire des appels dans le thread UI et dans les versions plus récentes d'Android, c'est même bloqué maintenant. Ça permet d'avoir une API qui est complètement fluent, qui est basée sur les builders, donc ce qui permet d'avoir vraiment en très peu de lignes de code, un code déjà qui est très maintenable et surtout un code qui est très facilement lisible. Ça masque, comme je disais, toute la tuyauterie HTTP puisque comme tout est encapsulé côté Retrofit, avec très peu de lignes de code, nous on a vraiment accès à notre API REST. Donc on se moque vraiment de tout ce qui est paramètres HTTP, en général c'est plutôt bien géré et si on a besoin de gérer plus finement, on a toujours la possibilité de le faire. C'est basé sur les annotations, donc personnellement je suis fan des annotations, donc dès que je peux en utiliser, j'en utilise assez souvent. Donc c'est assez pratique, ça permet encore une fois de masquer plusieurs configurations qui pouvaient se faire avant dans des fichiers XML ou avec plusieurs lignes de code encore une fois. Donc c'est très pratique et ça a surtout le support natif du JSON. Donc qui voit ce que c'est, ou surtout qui ne voit pas plutôt, que je l'explique ou pas. Donc c'est une lib qui a été créée par Google il me semble, ou alors qui a été repris par Google, j'hésite toujours, comme ils rachètent tout, qui permet de faire le mapping direct entre un flux
Alors, un flux JSON, on va appeler JSON avec un J et JSON avec un G. En français anglais, c'est un peu... Donc, tu prends un flux JSON et automatiquement, tu peux le transformer en une classe Java du moment que ta classe Java a les mêmes champs, par exemple, que ton flux JSON. Et tu peux faire du mapping, par exemple, dire si j'ai un underscore dans mon champ JSON, automatiquement, je le remplace par du camel case parce que ma classe Java, elle aura une propriété qui va être sur du camel case pour respecter les standards Java. Ouais. C'est super utile en debug pour dumper des objets, je me suis rendu compte, parce que ça te génère le JSON depuis un objet, et depuis le JSON l'objet, mais du coup tu passes un objet, tu sais pas ce qu'il y a dedans, et dis donne-moi ça, tu te balances, à pas faire en prod parce que c'est dégueulasse, en plus les perfs sont pas parfaites. Surtout que la serialisation c'est coûteux donc... Ouais voilà, il y a ça aussi, mais du coup ça permet de pas mal de débugger des trucs un peu chiants. Il gère les dépendances cycliques? Ça gère pas les dépendances cycliques. Non. Mais après, les dépendances cycliques dans une API REST, qui en utilise? Ah, je crois que tu peux. Il y a un niveau de profondeur max. Je crois qu'il descend pas plus de 3 trucs. Ouais, et c'est surtout en fait que tu peux configurer ton JSON et mettre un JSON converter que tu peux fournir à Retrofit si celui par défaut ne te convient pas. Pour justement certains champs. Ouais, voilà, pour éliminer certains champs, pour customiser, comme je le disais, le certain formatage de champs. Et donc voilà, c'est assez pratique et c'est surtout ce que vous pouvez faire en plus. C'est par exemple si vous avez dans votre classe Java un champ date ou calendar ou n'importe quel autre type. Comment s'appelle la lib qui a été portée, la JODA-Time par exemple, si vous avez un JODA Android qui est utilisé, vous pouvez mettre dans votre fichier de converteur, dans votre configuration, dire si j'ai un format dans mon JSON qui est en Unix, n'importe quoi, en date, automatiquement, voilà la méthode pour convertir ce format-là en format JODA-Time. Donc ça c'est assez pratique si vous devez faire toute la mécanique de transformation de date qui est assez pénible en général. Donc c'est super pratique. Du coup, on voit ou pas, ouais, vous arrivez à voir comment ça fonctionne. Alors déjà, une simple interface Java vous permet de structurer vos appels. Donc là, par exemple, on essaie de faire un petit projet GitHub, un petit projet pour lire les repos sur GitHub. Donc on crée une interface qui s'appelle GitHub Service, dans laquelle on définit une méthode qui va s'appeler list repo pour pouvoir lister les repos. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une annotation @get qui va permettre de passer au protocole HTTP l'action get. Vous pouvez mettre get, post, put, delete, end, ce que vous voulez, hein, toutes sont implémentées. Et du coup, vous allez rajouter à la fin de votre URL, qui va être configurée un peu plus tard, /user, /user, qui va être redéfinissable plus tard en paramètres, /repo. Et dans vos paramètres, vous allez pouvoir dire remplace-moi le champ user dans mon pass par le champ que je vais te passer en paramètres. Et du coup, ce qui est assez pratique, c'est que du coup, avec une seule définition d'interface, vous avez la possibilité de faire un appel REST sur user/user/repo. Et du coup, cette interface, il suffit d'une seule implémentation pour dire je vais créer un REST adapteur qui est au final notre client REST, en lui disant voici l'URL de connexion, c'est api.github.com. Tu builds ça, donc vous voyez, on parle d'API Fluent parce que du coup on a buildé, on a chaîné tous les appels. Donc c'est un builder qui construit l'objet et après on chaîne les méthodes pour avoir notre instance. Que Vincent n'aime pas, c'est ça? Je viens de dire. Ah oui, tu le dis à chaque fois en fait, c'est derrière. Et du coup, pour instancier votre classe GitHub Service, vous faites restadapter.create de votre interface. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous avez un objet service où vous pouvez appeler toutes les méthodes qui ont été définies dans votre interface. Donc là, on n'en a qu'une. Et du coup, vous pouvez faire un service.listRepo et vous lui passez en paramètre le user. Et ça vous retourne automatiquement la liste des différents repos que vous avez sur GitHub pour ce user-là. Donc là, on vient de mettre en place en moins de 10 lignes de code une API REST pour attaquer un client. Donc c'est beaucoup moins verbeux que d'utiliser les classes basiques d'Android. C'est beaucoup plus lisible et ça permet de gérer beaucoup plus de trucs en natif simplement pour pas que vous ayez à le faire. Du coup, il y a la possibilité, ce qui est souvent utilisé dans Retrofit, de choisir si on veut que la requête se fasse de façon synchrone ou asynchrone. Si vous êtes déjà dans un thread, vous pouvez la faire directement synchrone. Donc pour ça, c'est facile. Il suffit de mettre un type de retour à votre interface. Donc dans le premier exemple, on a un type de retour qui est photo. Donc vous savez que l'appel va être automatiquement fait de manière synchrone dans le thread dans lequel il est appelé. Et vous avez aussi la possibilité de mettre un type de retour void et de rajouter en dernier paramètre
une callback avec, en utilisant les generics, le type de retour que vous avez. Et du coup, automatiquement, Retrofit va créer un thread particulier pour exécuter votre requête et va vous retourner dans la callback votre information. Donc, comment ça fonctionne? Oui. Ça s'exécute dans des services. Alors là, vous l'exécutez où vous voulez, c'est-à-dire que n'importe quel appel, on peut le lancer dans n'importe quelle classe Android. Alors, les async classes ne sont pas utilisées chez Retrofit. Je pense que chez Square, ce ne sera jamais utilisé. C'est un thread qui a été créé et un pool de thread qui est créé au démarrage de Retrofit. Et du coup, il va mettre un thread dans le pool. Et s'il en a un, il le récupère, il utilise ce thread, il le relâche, il le remet dans le pool. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin, et quasiment jamais, de vous soucier de la partie multithreading de vos appels, puisque c'est automatiquement géré par Retrofit. Donc, si vous utilisez, et la plupart du temps c'est ce qui est utilisé, la manière avec callback, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous soucier si vous êtes dans un thread UI ou pas. Vous pouvez lancer ça dans un Unix thread, dans une activity par exemple, et automatiquement l'appel sera fait dans un thread séparé, et le retour sera fait dans la callback et dans le thread UI. Donc du coup, ben, voilà, si on fait un petit schéma simple que je vais faire évoluer au fur et à mesure, si dans notre activity on crée donc ce genre de code, ben, automatiquement on peut dire ben, fais l'appel à liste repo, ça va faire l'appel sur le web, et on a notre retour directement dans notre activity. Donc pour faire un truc basique, c'est super simple. Le problème de cette implémentation, c'est qu'au niveau de l'architecture, ben, c'est pas top. Pourquoi? Ben déjà, le premier, c'est que comme l'implémentation est faite dans votre activity, vous êtes lié à votre cycle de vie de votre activity, donc on va voir que c'est pas tip top. L'autre problème, c'est que si votre activité est détruite et reconstruite, ben, du coup, la callback étant créée dans l'activity, ben, votre callback n'existe plus au moment où l'activité est recréée, puisque votre activity, la première activity est partie, donc votre callback aussi. Et quand Retrofit va essayer de vous renvoyer les informations dans votre callback, et vous allez vous retrouver à avoir une callback qui n'existe plus, donc vous n'aurez plus jamais les informations. Et vous allez faire un deuxième appel puisque votre activité a été relancée. Et un autre problème, c'est que si vous faites ça, à chaque fois que vous avez lancé votre activité, à chaque fois, l'activité va faire de nouveau l'appel à Retrofit, et donc du coup va faire de nouveau un appel serveur, et donc vous allez de nouveau reconsommer de la bande passante, reconsommer de la batterie pour faire votre appel. Donc on va essayer, justement c'est la partie architecture, on va essayer de pallier à ces trois problèmes en trouvant des solutions toujours assez simples, et pour permettre d'avoir une architecture un peu plus robuste que simplement une activité qui fait un appel avec Retrofit. Du coup, le premier point est facilement compensable, c'est que du coup le problème c'est de lier l'API avec votre activité, et comme l'activité a un cycle de vie qui est assez complexe et du coup qui peut évoluer pendant l'exécution de votre application, et surtout vous pouvez avoir plusieurs activités, ben, tout simplement vous pouvez lier la création de votre API avec votre classe application. Du coup, le cycle de vie de l'application est bien particulier, et en plus de ça, il perdure tout le long de l'exécution de votre application. Et au final, c'est ce que vous voulez. Donc il suffit tout simplement de créer votre API Manager pour attaquer vos appels HTTP avec Retrofit dans votre classe application, de créer un getter dans votre classe application, et de n'importe quelle activité, j'irai même plus loin, de n'importe quelle brique logicielle de votre application, pour venir récupérer l'instance de Retrofit, de votre API, et de pouvoir l'utiliser. Étant donné que la classe application est un singleton, automatiquement, en plus, vous assurez de l'unicité de votre client Retrofit, et vous évitez d'en créer un par activité à chaque fois que vous créez une activité. Donc du coup, très facilement, on répond au premier problème, mais ça ne répond pas aux deux autres. Et pour répondre au deuxième problème, ouais, du coup j'ai fait un petit exemple, c'est du coup votre activité qui... Oui. Il n'y a pas un système de cache pour éviter justement trop de transactions sur le net Ouais, je vais en parler, mais c'est surtout que de base, Retrofit ne met pas de cache. On peut plugger un cache dessus, mais de base, vous lui donnez une appel, lui, Retrofit est assez bête et discipliné, vous lui donnez un appel à faire, il fait l'appel, il vous le redonne et c'est fini, quoi. Donc du coup, il n'y a pas de mécanisme de cache avec, si tu m'as passé il y a moins de 30 secondes cet appel, je l'ai en cache et je te le redonne. Si tu veux faire ça, il faut le coder toi. Du coup, si on change un peu le schéma, du coup, il y a juste votre activité qui va faire l'appel à votre instance d'application qui est unique cette fois-ci, qui va vous renvoyer l'API, et depuis votre activité, vous allez pouvoir faire votre appel réseau. Comme je disais, le problème de ça, c'est que du coup, vous liez votre activité
à votre API Manager. Et du coup, ce qui est sympa d'utiliser, c'est un bus de communication. Qui connaît, qui l'utilise déjà? De moins en moins de personnes, plus on avance, c'est utile. Le bus de communication, à quoi ça sert? Donc déjà, c'est basé sur un design pattern de type publish, subscribe. Donc vous allez avoir une partie de votre brique logicielle qui va dire « Moi, je veux être abonné à tel type d'événement. Si jamais il arrive, je veux être au courant et renvoie-le-moi. » Et de l'autre côté, vous allez avoir une personne qui va dire « Moi, je publie dans le bus de communication tel événement. Si quelqu'un en a besoin, qu'il le prenne. S'il n'y a personne, tant pis, personne ne sera intéressé par ce type d'événement. » Ça évite le couplage logiciel. Le couplage, c'est de dire, vous avez deux briques informatiques, deux briques logicielles, une qui a une référence sur l'autre, et l'autre qui a une référence sur une autre brique, etc. etc. Et le fait d'avoir du couplage, c'est que vous obligez telle brique à connaître telle autre brique, et si jamais vous modifiez une des deux briques, ben forcément, ça impacte la deuxième brique. Donc le fait d'éviter le couplage informatique, ça permet de développer chacune des briques séparément, et du coup, si jamais vous voulez, par exemple, changer de librairie, d'utiliser RoboSpice à la place de Retrofit, mais en utilisant un bus de communication, vous pouvez modifier que votre brique d'accès à votre API REST sans jamais avoir besoin de modifier votre brique Activity qui, elle, fonctionnera toujours. Et ça, c'est vraiment un plus considérable. Mais, voilà, c'est ce que je disais, l'activité détaillée du coup à l'API. On évite la propagation des listeners parce que si vous utilisez par exemple l'API avec callback que j'expliquais tout à l'heure de façon simple, c'est que du coup, comme l'API est créée dans votre activité, du coup vous créez également votre callback dans l'activité, et du coup cette callback est passée à votre API Manager, donc du coup l'API Manager a une vraie référence dure sur votre callback, et du coup c'est cette callback-là qui va être utilisée pour faire la réponse. Avec un bus de communication, encore une fois, comme vous n'avez pas cette notion d'échange de listener ou de callback, du coup vous évitez encore une fois le couplage. Et du coup, ça facilite la communication avec les briques. Dans Android, pour faire ça, il y a déjà une classe qui utilise le pattern publish subscribe. Est-ce que vous voyez laquelle c'est? Est-ce que quelqu'un l'utilise? Non, c'est les broadcasts. Les broadcasts utilisent ça, et surtout le local broadcast receiver. Le local broadcast receiver, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que vous allez dire, j'ai un intent, balance l'intent, et quelqu'un, n'importe où dans votre application, une activité peut dire, souscris-toi à ce type d'intent, et si tu le reçois, fais l'action. Et ça, c'est typiquement un pattern de type publish subscribe qui peut être utilisé dans Android, qui est en général souvent utilisé. Le seul inconvénient, c'est que c'est très très verbeux à utiliser. Donc du coup, des outils de remplacement comme EventBus ou Auto, qui sont des bus de communication qui servent vraiment qu'à ça, permet de remplacer ce type de composants comme le local broadcast receiver, et en très très peu de lignes de code, va pouvoir de mettre en place un système de bus entre votre API et votre activity. Donc comment ça fonctionne un bus? Déjà, comme ça fonctionne à base d'événements, vous allez devoir créer votre event. Donc par exemple, là c'est un event qui dit je demande à ce que tu charges les informations. Donc du coup, comme cet event-là, on a besoin de savoir, pour appeler par exemple nos repositories, comme je disais tout à l'heure sur GitHub, le nom du user sur lequel on veut request des repositories, mais du coup, on va créer dans notre constructeur d'event, un constructeur avec un paramètre de type user pour pouvoir passer à notre event, encapsuler le user. Du coup, quand on enverra cet event avec notre user dans le bus, l'API, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va souscrire, elle va faire un subscribe sur cet événement-là, et du coup, quand dans le bus, il y aura un événement de ce type-là, elle va le récupérer et dire « Ah ben tiens, j'ai un event avec un user, je sais qu'avec cet event-là, moi, je dois faire un appel réseau sur GitHub, donc je le fais. » Donc pour ça, qu'est-ce qu'elle fait? Mais du coup, notre GitHub Client Manager, qui elle va gérer notre API, elle va dire donc là, j'ai pris l'exemple de EventBus. Auto ne fonctionne pas tout à fait pareil. Auto fonctionne avec une annotation, et dès qu'il détecte l'annotation sur votre méthode, il vous envoie l'event. Là, sur EventBus, il faut absolument que votre méthode soit public void all events, et après on paramètre n'importe quel type d'event. Et grâce à ça, automatiquement, votre client GitHub Manager va être notifié des événements de type load repo event. Et donc votre manager sera notifié automatiquement. Pour être notifié, il faut qu'une personne publie un event dans le bus.
Et pour ça, vous avez par exemple la classe application. Donc là, comme je disais tout à l'heure, dans cette classe application, pour coupler notre API avec notre cycle de vie d'application, on va créer ici notre GitHub Client Manager. On va également créer notre bus, qui est encore une fois un singleton. Donc on crée notre bus dans la classe application, qui sera unique. On crée notre GitHub Client Manager, et on dit, dans ce bus-là, fais un register sur ce GitHub Manager. Ça veut dire que du coup, maintenant, le GitHub Manager est au courant, même le bus est au courant que notre GitHub Manager veut recevoir des events. Et veut recevoir des events de type qui a été passé en paramètre de notre méthode. Du coup, est-ce que ce bus, elle s'exécute dans quel thread là, le onCreate de l'application? Celui-ci, Ouais. ça doit être créé dans le thread du je pense, le onCreate. Ouais, après le eventBus.getDefault, il n'y a pas de problème. Tout mon manager là, dans le get. De le faire dans le getter? Ouais, après, moi c'est pour simplifier, mais ce que je peux faire, c'est le getter, si ton manager est nul, tu le crées, tu le prépares. Après, ça prend pas trop, ça prend pas énormément de temps de faire pousser les bras. oui, surtout que là, le GitHub Manager, il fait à peu près rien, il construit juste un seul objet, c'est pas très coûteux, mais la question de base, c'était, faut pas non plus mettre trop de création d'objets dans le onCreate, parce que le onCreate étant utilisé sur le thread UI, si jamais on ne pense pas le faire ou dans un thread séparé, ou si on le fait directement à l'application, on peut avoir des petits temps d'attente au lancement de l'application. Et du coup, la dernière étape, on va être par exemple dans une activité, et là, l'activité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ben, moi, je veux recevoir mes informations qui viennent de mon serveur. Donc, encore une fois, je vais dire eventBus.getDefault de register this. Ça va me permettre de dire, moi, je veux recevoir des events. Les events qui sont en bas, c'est le allEvent repo response event, qui est un event différent, qui est un event de type réponse, avec les données dedans. Mais je peux aussi dire à mon bus, je te poste un nouvel event qui est de type load repo event avec en paramètre le nom de mon compte GitHub sur lequel je veux faire la requête. Et du coup, le bus, il va dire, ah mais moi j'ai un event, et automatiquement, notre client manager côté GitHub, il va être averti de cet event-là, il va faire le process qui va faire l'appel à notre serveur, et automatiquement, une fois que le process va être fait, il va publier un event de type repo response event, et automatiquement l'activity va être au courant, grâce au bus de communication, qu'un event est arrivé, et elle pourra de nouveau mettre à jour ses données. Vous voyez qu'avec ce type de pattern, à aucun moment notre activité a utilisé une classe de retrofit. Donc on a bien évité le couplage entre retrofit, qui était notre brique pour faire les API, et notre activité qui, elle, avait besoin de faire des appels à un web service ou à une API REST. Par contre, juste, ça gagne quoi quand même avec EventBus par rapport au local broadcast? Les différences? Ton gain quand même, parce que sinon avec local broadcast, effectivement tu dois écrire ton limiteur, mais tu fais que dire je m'enregistre et je reçois dans telle méthode. Et là c'est exactement la même chose. Mais du coup, avec les intents, tu es obligé de déclarer ton broadcast dans le manifeste, tu es obligé de déclarer ton intent, tu es obligé d'envoyer ton intent des deux côtés, c'est une chaîne de caractères, donc tu n'es pas sûr de... Ça te va? Ouais. Je peux continuer, mais... Ça va, fini. Ouais, du coup, tu as une chaîne de caractères, donc du coup, tu n'es pas sûr d'avoir la même chaîne de caractères qui est utilisée à droite et à gauche, alors que là, comme c'est une classe, tu es obligé d'avoir la même classe. Et du coup, tu es obligé de faire un... Donc là, je pense, si je l'ai mis dans le onResume, tu fais un register, il faut penser dans le onPause à faire un unregister. Là, c'est le même principe que pour le broadcast, où tu fais dans le onResume, dans le onPause, tu contrebalances toujours tes données. Et EventBus, il y a un truc qui est sublime, c'est la gestion des threads. Tu fais des posts dans une thread et dans ta méthode, tu peux l'exécuter dans une autre thread aussi. La thread la 5, la thread 8, la thread... Et ça, c'est magique. Donc, ça... L'event qui est posté au retour, tu peux l'avoir dans ton thread UI, mais tu peux l'avoir dans un thread particulier si tu veux. C'est-à-dire que dans EventBus, par rapport à Auto de chez Square, c'est que tu as la maîtrise complète de tes threads, et tu peux choisir dans quel thread tu lances ton action, dans quel thread tu la récupères. Alors que dans Auto, c'est bête et discipliné, ça fait un thread, ça te récupère un thread de UI, c'est fini. Et du coup, ça c'était, j'aurais presque pu le mettre avant, c'est le deuxième event que je n'ai pas montré, qui est l'event de retour dans lequel sont encapsulées les données de retour de notre call API.
qui est un repo response event. Mais là, tout simplement, il suffit de mettre notre type de retour qui est une liste de repositories. Et quand du coup l'API Manager va envoyer l'event dans le bus, elle va encapsuler dans cet event la liste des repositories qui est vraiment la donnée que attend notre activité. Du coup, ça donne quoi au niveau du schéma? L'application va créer, l'API Manager va créer son objet, elle va faire un register au niveau du bus pour pouvoir être notifié et pouvoir dire l'API Manager, notifie-moi de tous les events de ce type-là. Quand on crée une activity, elle va faire aussi son register pour elle recevoir un autre type d'event qui est le retour des données. L'activity va faire un post, donc on est là. L'activity va faire un post pour dire « Eh, moi je veux des données ». Elle dit ça au bus. L'API Manager va recevoir cet event, va faire son traitement, va reposter un autre event avec les données et l'activity va recevoir les données. Donc du coup, il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune connaissance entre l'activity et notre API Manager. Et donc du coup, le bus s'occupe de l'interfaçage entre les deux et encore une fois, c'est pour éviter le coupling. Du coup, on a pallié à la deuxième problématique qui était si l'activité est reconstruite, du coup on n'a pas de données. Ça veut dire que là, si vous faites un premier appel à votre API Manager, que vous cassez votre activité et que vous en reconstruisez une autre, si l'API Manager n'a pas fini sa request, elle va le poster dans le bus. Et du coup, comme le bus est un singleton, vous allez pouvoir récupérer vos données. Alors que dans le cas d'avant, étant donné que la callback étant créée dans la première activité, vous avez perdu la notion de retour de listener. Donc grâce au bus, vous êtes sûr d'avoir un seul appel qui est fait. Après, c'est sûr que comme j'ai fait là, si dans le onResume, vous faites toujours un appel à l'API Manager, vous allez quand même faire 2 appels, vous allez avoir les 2 retours. Donc c'est pour ça qu'il faut bloquer le deuxième appel. On verra plus tard. Du coup, le troisième point, c'est les données sont rechargées à chaque lancement. Du coup, c'est coûteux parce que vous faites un appel à votre API à chaque fois que vous relancez votre activité. Et du coup, pour faire ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est la persistance des données. Si vous arrivez dans une activity et que du coup vous faites un appel web service qui affiche une liste de 10 éléments et que vous quittez votre activité, que vous revenez dans votre activité et que vous faites la même request, il y a peu de chances que c'est évolué. Et même si ça a évolué, pendant le temps où votre API refait la request, votre utilisateur prend un spinner, un loading, ce que vous voulez, un splashin, même s'il ne faut pas. Et donc du coup, ça c'est dommage. Il suffisait avec une persistance de données de garder dans une base de données vos informations une fois que l'API a fait l'appel. Comme ça, vous pouvez mettre à l'utilisateur une première version des données qui n'est pas forcément récente, mais qui permet d'avoir une première aperçu. Et du coup, dans un deuxième temps, de faire un deuxième appel et de venir rafraîchir les données si jamais elles ont évolué. Donc du coup, pour la persistance de données, sous Android, c'est SQLite. Ce qui est pratique avec SQLite, c'est que ça a quand même une faible empreinte mémoire, c'est 300-400 kg je crois d'après ce que j'ai pu lire. Bon, je suppose que ça peut être variable suivant les bases forcément, mais en tout cas la structure de SQLite, sans forcément d'avoir de données dedans, c'est 300 kg, donc c'est pas énorme. Moi personnellement, c'est un peu comme HTTP tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que je veux mettre en place une base de données SQLite sous Android, je suis obligé d'aller voir la doc parce que je ne sais pas faire de tête. C'est les scripts de création de table à la main. C'est pratique, c'est ça que tu veux dire, c'est facile. Il faut le savoir, bien sûr. Je parlerai d'ORMLite, je pense, un de ces 4. Ok, ça va. Super ORM. Et du coup, ce qui est pratique avec SQLite, les moins quand on veut l'implémenter, parce qu'encore une fois, les outils que nous propose Android de base sont toujours verbeux, on peut tout faire. C'est sûr, et par contre, il faut toujours se retaper la doc, relire à chaque fois les informations pour être sûr de soi. Et moi, ça me pose problème de devoir relire la doc à chaque fois que je dois recoder quelque chose. Donc du coup, encore une fois, il y a des librairies qui existent. Donc il y a ORMLite, de Gray. ORMLite, je compte moi en faire un suivi avec T4. Ça va me demander de la charge en plus. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà utilisé ORMLite et qui va en parler, je l'aiderai avec plaisir à préparer sa compte, mais s'il peut le faire à ma place, c'est encore mieux. Merci, Jules. C'est pour ça que du coup, on a plusieurs livres, donc il y a d'autres livres qui existent. J'ai mis les 3 qui sont plus sympas que d'autres, plus aboutis ou qui ont un peu plus de succès pour différentes raisons. Donc il y a ORMLite,
Green DAO, qui est de Green Robot, j'ai oublié le R majuscule et le G majuscule, c'est la même team qui a fait Evenbus. Et vous avez Sugar ORM, qui est beaucoup plus petit, que personnellement j'aime aussi beaucoup, comme Mathias apparemment, mais qui à l'heure actuelle ne sait pas encore tout gérer, mais qui a vraiment un potentiel vraiment assez sympa. Du coup, en plus, je crois que l'exemple, je l'ai pris avec Sugar ORM, donc c'est parfait. Si vous avez déjà utilisé Sugar ORM, qui utilise une des 3 libs? Donc les mêmes au final qui utilisent le bus et les mêmes qui utilisent... ouais, donc j'ai fait l'exemple avec Sugar ORM. Quelqu'un l'a déjà utilisé, Sugar? Ouais, ouais, non. Ça a évolué, je suis reparti sur une version récente il n'y a pas longtemps. Avant c'était basé sur les annotations et du coup ça a changé. Avant il suffisait de mettre annotation, je sais plus quoi, modèle pour dire que c'était un modèle, du coup c'était une classe. Maintenant ça a évolué, ils font ça sur un extends avec une classe. Maintenant ça ne change pas grand chose. Qu'est-ce que veut dire cette classe? C'est que vous avez une classe de type repo, qui est votre modèle de données au final. Cette classe-là peut très bien être utilisée pour faire le mapping entre votre JSON et votre JSON que vous passez à Retrofit que j'expliquais tout à l'heure. Et en plus de ça, en lui disant que ça extend Sugar Record, automatiquement le framework Sugar va dire cette classe-là, je sais que c'est également une table dans ma base de données, donc je vais créer automatiquement une table qui va s'appeler repo et qui va avoir comme colonne name, description et fork. Sauf qu'on peut éliminer certains champs, et là, avec la propriété, la notation ignore, on va sortir le champ fork de notre base de données. Donc là, automatiquement, on sait qu'on a notre modèle de données qui va être forcément couplé avec notre base de données. Donc on est sûr d'avoir notre modèle et notre base qui est en adéquation, qui n'est pas forcément le cas si on utilise les scripts de base de SQL, parce que du coup, on est obligé de créer notre table à la main. Donc si on fait évoluer notre modèle et qu'on oublie de faire évoluer notre table, ça ne fonctionne pas. Là, du coup, comme vous faites juste évoluer votre modèle, automatiquement, ça fait évoluer votre table, votre base. Moi, de base, moi, justement, je sépare les classes. Je fais des classes. Là, j'aurais fait repo, comment ça s'appelle entity, et je fais un truc repo API, parce que je me suis rendu compte que si tu fais évoluer ton API et que tu veux pas, il peut y avoir plein de raisons de faire évoluer tes datas. Ça devient très relou, un truc tout con, ton champ name, tu bosses avec une startup dans l'API et pas encore stable, autant changer le nom de la classe qui va être repo API et passer de name à surname, je sais pas, un truc comme ça, c'est pas compliqué. Par contre, aller faire l'update dans ta table SQL, c'est vachement lourd. Faire des updates avec SQL, c'est vraiment chiant. Attends, je vais t'arrêter parce que du coup, là, ouais, voilà, c'est ça que j'allais te dire, et ça paraît logique en plus, c'est que là, name, c'est le champ qui est automatiquement utilisé pour le nom de ta colonne en base. Tu as la possibilité de le surcharger, de dire moi je veux pas que ça s'appelle name, je veux que ça s'appelle name GitHub. Et tu as la même possibilité de faire ça avec JSON, de dire mon champ dans mon flux JSON, c'est pas name, mais c'est name underscore GitHub. Et du coup, le champ pour le mapping JSON, c'est name underscore GitHub. Donc du coup, tu as un mapping côté JSON pour l'API et tu as un mapping côté base de données pour ta table. Et ça fout deux annotations, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème, les annotations, c'est juste un import sur tel... Par contre, le problème, dans ton approche à toi, c'est que tu décris potentiellement les mêmes choses à plusieurs endroits, plusieurs fois. Et que tu vas devoir en changer une, c'est la même. Il y a un problème de cascade aussi. Ça marche pas super bien. Il faut pas du supprimer les clés qui sont liées, et ça marche pas. Je pense que c'est le gros problème de ces derniers. Ouais, mais de toute façon, on a le problème tout le temps. Ouais. Les clés étrangères en outil à table, disait que c'était vraiment trop la galère et que là, justement, ne permettait pas de tout faire ça. Ouais, exactement. Plus le retour à le faire à la main et là. Parce qu'il y a de base, comme ça. C'est plus le retour à le faire. Oui. C'est pas le gros problème, c'est les performances. Oui. Ouais, alors le problème des performances, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frameworks de bases de données qui sont réécrits, parce que beaucoup de frameworks se basent sur l'introspection. L'introspection, c'est lourd, et sur Android, c'est encore plus lourd. Donc tous les frameworks qui se basent sur l'introspection, du coup, ont des problèmes de performance, et la plupart du temps sont réécrits En pré-processing. En pré-processing, tu es obligé de faire ça, parce que tu n'as pas de solution. Donc du coup, c'est quel... C'est Sugar qui vient de se faire refondre.
C'est super, c'est pour ça qu'ils sont passés à une version web. Ouais, mais c'est ça. Mais il y en a même un autre qui s'est fait refondre il n'y a pas longtemps, mais bon, ils sont obligés de tous y passer parce que du coup, ils sont plus utilisés. Dès que c'est des gros projets, ils ont des problèmes de perf et donc du coup, ils passent à la trappe. Mais après, c'est sûr que pour des petits projets et des structures qui ne sont pas très gourmandes, ou des projets qui ne sont pas très gourmands, ça permet en 3 lignes de faire un truc qui est assez... Et pour du proof of concept, c'est génial. Par exemple aussi. Commence à y avoir des librairies qui sortent justement pour faciliter les content providers et qui font tout le boulot chiant à ta place. Écrire tout le content provider, la génération de base, etc. Alors, qui connaît qui connaît pas Content Provider? C'est Datadog qui fait ça là? Ouais, Datadog fait ça. Ouais. Je crois que Datadog... On demande qui ne connaît pas, ça met mal à l'aise. Ouais, mais le problème c'est que je dis qui connaît, tout le monde lève la main dans le doute et je vois pas... Il n'y a personne qui connaît. Bon, en gros, Content Provider, c'est... Je l'ai lu récemment sur un blog, ça m'a assez fait rire. C'est un super outil magique que nous a pondu Google, sauf qu'il n'y a que eux qui peuvent le comprendre. Et donc, du coup, ils l'ont utilisé pour les contacts. Donc, quand tu veux, par exemple, recruter des contacts dans Android, tu passes par un Content Provider. Par exemple, quand tu veux écrire toi-même un Content Provider, il y a 400 lignes de code, donc personne ne le fait. Qui en a déjà écrit un? Il y a combien? Il y a 200 lignes de code? Ouais, pas autant. Non, en fait, c'est super utile parce que c'est des DAO publics en fait. Ouais, mais je sais, j'ai déjà essayé. Oui, c'est le gérer de base. Tu lui balances un curseur adapteur et le non, mais après, voilà, mais oui, tu peux lui passer un curseur loader, du coup, tu passes directement à ton compte provider, il sait le gérer et tout, c'est sûr, mais au final, c'est trop coûteux, quoi. Par contre, il y a des, ce que je dis, il y a des librairies qui facilitent tout le travail. On file un objet avec des annotations et des écrits. Ça sera peut-être, ouais, ça sera peut-être. On vous proposera un sujet pour la prochaine fois. Une évolution qui pourrait être. Ça, c'est pour la senior. Ouais, est-ce qu'on peut la remplacer par transient? Non, parce que du coup, la notation est créée dans le projet, donc eux, ils ont donné le nom ignore. Donc du coup, tu peux pas changer la notation. Non, mais c'est transient, c'est un mot-clé. Oui, mais le mot-clé de Java. C'est un mot-clé de Java, mais il veut dire la même chose qu'ignore. Il veut dire la même chose, mais du coup, comme il le gère pas, puisque lui, c'est son framework qui le gère, si tu mets transient, ça va te servir pour la serialisation de ton côté, mais ça ne servira pas à SugarORM. Donc il faut mettre les deux si tu veux en plus d'avoir transient. Du coup, ça c'est pour la déclaration et l'utilisation, comment ça, la récupération, admettons. Du coup, il suffit dans ta classe application, je continue du coup, dans la classe application, il suffit de faire un extend de Sugar App. Donc si tu veux pas faire un extend dans ton onCreate, dans ton onDestroy, tu fais SugarApp.create, SugarApp.destroy. Certains vont me dire, ouais, j'aime pas faire des extends d'application, j'en ai déjà un. Du coup, tu as juste deux méthodes AP dans. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est que tu n'es pas obligé de faire ça, c'est pour simplifier le truc, mais tu peux dans ton onCreate et dans ton onDestroy de ton application faire SugarApp.onCreate et SugarApp.onDestroy. Et ce que fait exactement ces méthodes, c'est vérifier si c'est la première fois que c'est utilisé. Si c'est la première fois, il va récupérer toutes les classes qui sont extend Sugar Record et il va créer automatiquement les tables. Par rapport au dernier état. Par rapport au dernier état. Et si jamais c'est pas la première fois que c'est lancé, il va vérifier si le modèle a bougé par rapport à la table, et si ça a bougé, il fait un alter table. Ouais, moi je l'ai testé, il a réussi, mais bon, je l'ai testé sur 2 champs, donc... Et du coup, comment ça fonctionne après pour la récupération des informations? Et encore une fois, c'est une ligne de code. Vous faites un select.from, donc là vous lui passez votre classe. C'est le problème d'avoir un truc basé sur les introspections, même si ça a bougé. C'est que du coup là vous dites select.from repo.class. Donc je sais que ma méthode list va être appelée sur repo, et du coup ça va vous retourner une liste de repository. Et cette ligne-là va faire l'appel dans votre base de données SQLite. Et si vous voulez faire par exemple de l'insertion, là par exemple pour récupérer le premier élément, on change la description, une petite phrase sympa quoi, tu vois. Et on fait un point save, et là automatiquement ça va re-sauvegarder en base de données notre champ. Donc c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus facilement lisible que l'utilisation des classes de base d'Android. Par exemple, ce framework-là ne sait pas, par exemple, sauvegarder une collection. Donc select.from repo.save, ça n'existe pas, par exemple, mais on ne peut pas sauvegarder une collection complète, parce que c'est un framework qui a été refondu et du coup qui manque encore de fonctionnalités. Les autres frameworks que j'avais mentionnés savent le faire. Moi j'utilise quasiment plus jamais une base de données sur Android à la main, j'utilise toujours
toujours une lib. C'est assez pratique et encore une fois, ça permet de masquer toute la tuyauterie qui est assez pénible et assez lourde, et ce qui permet d'avoir un code plus lisible, mais du coup, il faut comprendre comment fonctionne la librairie, parce que si vous avez le moindre problème, c'est un peu le problème des boîtes noires, c'est que du coup, si vous ne maîtrisez pas ce qui est fait exactement derrière, vous allez avoir le problème de dire bon, mais je vais passer 2 heures à comprendre pourquoi ça ne sauvegarde pas, alors que si je l'avais écrit, ça aurait été plus facile. Ça peut être inconvénient. Du coup, si jamais on modifie le schéma, c'est le même schéma que tout à l'heure, sauf que du coup, quand Activity va poster son event dans le bus, mais votre API Manager elle peut très bien dire mais dans un premier temps, je vais faire la request à ma base de données pour savoir si j'ai des informations. Si j'ai des informations dans ma base de données, je vais poster un premier event avec les informations qui sont potentiellement obsolètes que j'ai en base. Et dans un second temps, donc du coup l'Activity est contente parce qu'elle a des infos affichées à l'utilisateur. Et dans un deuxième temps, elle fait le vrai appel à votre API REST. Et là, un autre event du même type est passé, mais avec des données qui sont potentiellement rafraîchies. Et vous renvoyez des informations à votre client qui réaffiche les informations. Après, à vous de mettre n'importe quelle logique en place. Si les informations sont identiques, je ne les renvoie pas au client. Si les informations que j'ai en base, elles ont moins de... Du coup, je ne les renvoie pas à l'activité ou je ne fais pas l'appel REST pour éviter de faire un autre appel qui serait inutile. À vous de gérer votre logique d'envoi de double event. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer les deux. Du moment qu'un des deux events est parti, vous êtes sûr que votre activité sera notifiée et aura au moins une version des données. Oui. C'est une notion de précédence. Si les données de REST arrivent avant les données de la base. Ouais, en fait, c'est un bus, c'est first in, first out. Je l'ai tenté. Et du coup, le premier event qui sera pris, il sera dépilé en premier. C'est l'API Manager qui gère. Ouais, c'est l'API Manager, en fait, elle poste dans le sens où elle veut, quoi. Et puis à elle de poster l'event de la base, les data qui reviennent de la base de données avant les data. Et comme je disais, à vous de mettre une logique pour potentiellement ne pas faire l'appel à l'API. C'est surtout ça l'intérêt, c'est que si vous savez que vous avez une version des données qui sont en base et qui ont une version qui date de moins de 2 minutes, suivant votre contexte, ne faites pas l'appel réseau, ça ne sert à rien, afficher les données, ça suffit. Mais du coup, grâce à ça, on répond à notre premier problème. Les données sont rechargées à chaque lancement. Mais là, vous pouvez, si vous avez une version en cache, du coup en base de données, afficher automatiquement les données à l'utilisateur sans avoir besoin de faire votre appel à votre API. J'ai voulu parler d'inversion de contrôle et je me suis dit on va dépasser, donc j'en ai pas parlé. Donc j'ai gardé la slide juste pour en dire 2 mots parce que je pense que ça mériterait une conf à part entière. Qui connaît et qui utilise l'inversion de contrôle? Vous avez vu, je me suis amélioré, j'ai changé de... Ah, pas tout le monde. Donc en fait, ouais, je pense qu'il y a vraiment intérêt à faire ce genre de conf. L'inversion de contrôle et plus particulièrement l'injection de dépendance. Ce qui est sympa avec l'injection de dépendance, c'est qu'au lieu de créer un objet, de dire je crée mon bus égale new event bus, on va laisser l'inversion de contrôle, on va laisser l'injection de dépendance le faire à notre place, ce qui permet de ne pas s'en soucier, ce qui permet de minimiser ton code et du coup d'être sûr que ton objet est créé de façon unique et est créé une seule fois. Et donc du coup, ce qui permet d'éviter de toi d'injecter et de créer ton objet, ce qui va te faciliter par exemple tes briques de test, puisque si par exemple vous avez une brique de votre API Manager qui fait un appel sur votre serveur et que vous voulez une brique de test qui fasse un mock de votre API. Si vous, dans votre code, vous faites New API Manager, ben vous êtes obligé de faire un cas de figure pour si je suis en test ou si je ne suis pas en test. Si vous laissez la version de contrôle faire créer l'objet API Manager, il suffit d'avoir des routines différentes. La version de contrôle va vous créer ou un mock ou le vrai API Manager. Et du coup, vous ne vous souciez pas de la brique API Manager et de la création de la brique. C'est la version de contrôle qui le fait. Et du coup, encore une fois, ça va vous séparer vos briques et ça va vous permettre de séparer bien vos projets et d'avoir des briques dans votre application Android qui sont testables séparément. Du coup, on peut moquer le bus, on peut moquer l'API et on peut même moquer l'activity et du coup tester que la communication bus et API Manager. Ça s'appelle aussi des... Alors, on peut le faire avec Gradle. Tu as dit Maven ou Gradle? Ouais, c'est pareil. Les deux peuvent le faire, mais... Exactement, mais après la version contrôle, tu n'es pas obligé d'utiliser une lib, tu peux le faire avec Maven.
L'intérêt de le faire avec ton code, c'est que du coup, par exemple, tu as la gestion de tes différentes briques, et du coup, tu peux dire, cette brique-là, je la crée, et hop, je la balance à mon inversion de contrôle. À l'heure actuelle, si je les ai mis. Les deux que moi j'ai déjà utilisés, c'est RoboGuys et Dagger. Encore une fois, Green Robot et Square. J'ai l'impression qu'il n'y a que les mêmes qui bossent sur ces sujets. Il n'y a que eux en plus. C'est Android Notation qui fait. Ouais, alors Android Notation il fait beaucoup de choses. RoboGuys fait aussi beaucoup de choses. Ce que j'ai pas parlé, c'est que là j'ai parlé que d'injection de dépendance. Mais vous pouvez faire aussi de l'injection de vue, l'injection de tout ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire que j'ai pas mis d'exemple, mais avec RoboGuys, les FindView by ID, il les fait pour vous. Vous avez votre champ myTextView et vous faites un arrobase r.id, votre ID, et du coup c'est lui qui fait le FindView by ID derrière. Vous pouvez injecter votre layout, vous pouvez injecter votre async task, vous pouvez injecter votre broadcast receiver. Voilà. Avec RoboGuys, vous pouvez vraiment faire beaucoup plus de choses et du coup avoir un code qui est beaucoup plus lisible. Et Dagger, lui, fait vraiment de l'injection de dépendance basique, mais il fait que ça, mais au moins, quand il faut lire le code de Dagger pour comprendre ce qui ne va pas, c'est beaucoup plus facile à lire. RoboGuys, j'ai essayé, j'arrive. Des questions? Non? Ben vous pouvez en poser maintenant. Voilà. Oh là 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 là. Oui? Oui? Quoi? Mais c'est pas grave, tant que j'ai pas 20 followers, au moins je pars pas, donc... Tu regardes pas. En gros, j'avais une petite question en tête, c'est que je suis encore étudiant, et je dois avouer que sur la fin, j'étais un petit peu largué. Sauf que je pose pas trop de questions, parce que je sais que ce sont pas mal de bases qui manquent, etc. Et j'aimerais savoir si cette présentation-là, éventuellement, tu peux la distribuer sur Internet, ou je peux la récupérer quelque chose, parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire pour ça, en fait. Toutes les slides en général au TOG sont relinkées par le TOG. Donc elles seront forcément données au TOG et il y aura forcément un lien qui va traîner sur Twitter, sur le compte Facebook, n'importe quoi. Donc oui, tu pourras les lire. J'ai été feignant, j'ai pas fini, mais normalement sur GitHub, il y a tous les exemples de ce que j'ai fait tagués par étape. Et il me manque la dernière étape. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai été feignant. Mais je vais le faire, ça serait quand même cool. Mon GitHub, ça doit être David31, mais bon bref. Si vous me linkez sur Twitter, vous me demandez sur Twitter et je vous le donne. Mais ouais, toutes les slides. Toutes les slides, de toute façon, elles seront données. Je sais que c'est assez technique et il y a beaucoup de bases techniques. J'ai déjà proposé aux membres du TOG de donner un niveau débutant, intermédiaire, confirmé aux différentes présentations, ce qui permet aux gens de s'adapter et de savoir à quoi s'attendre. Moi, je sais que personnellement, j'ai toujours le problème de dire est-ce que je pars très léger et du coup tout le monde me suit, mais ceux qui veulent du technique vont s'embêter, ou très technique. J'essaie toujours de faire un peu entre les deux et d'essayer d'expliquer certains termes, mais pas tous. Je suis désolé si je t'ai perdu à la fin, j'espère qu'au début au moins ça t'a appris des trucs et que ça va te permettre de partir sur une base qui va... C'est ça, il n'y a aucun problème, moi j'ai appris plein de choses, j'ai eu plein de termes, plein de trucs, maintenant il faut que je creuse tout ça, mais il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que, bon, après sur la fin... c'est fait pour ça, après à toi après à toi d'approfondir et de rester sur les slides, d'aller voir les sites. À chaque fois, les livres que j'utilise, elles ont au moins un compte GitHub puisque c'est de l'open source. Et la plupart du temps, elles ont ou un wiki ou un site séparé dédié à la documentation et à comment exploiter la libre, qui est beaucoup plus verbeux que ce que j'ai fait là. Donc le truc, c'est qu'on a... Il y a des milliards d'exemples sur Internet. Ouais, un Retrofit, Eventbus, RoboGuys, t'en auras à l'appel. Oui. Tu nous as présenté plusieurs librairies. Ça a l'air de faire des de productivité considérablement. Est-ce que toi, de ton expérience, tu saurais mesurer ce gain de productivité par rapport à peut-être une lourdeur que ça peut apporter, des pertes de performance? À partir de quel niveau tu dirais que ça devient intéressant? Alors, est-ce que ça va se faire un petit peu alors, déjà personnellement, si tu pars pas d'un projet from scratch, c'est dur d'implémenter ces briques parce qu'il y a tellement, au final, de couplage, il y a tellement de connexions entre par exemple ton activité et tes autres modules que mettre un plan Sambus de communication, c'est quasiment tout couper en deux et mettre un truc au milieu, donc c'est impossible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi je sais que pour un projet perso, pour faire les API, je suis parti sur Volley qui a été fait par Google, qui est dit c'est le truc qu'il faut utiliser pour faire les API, les appels HTTP.
mais qu'on n'a jamais vu une évolution depuis la sortie de la Goal.io il y a 2 ans. Il n'y a pas de doc non plus. Hein? Les docs De voler, il n'y a aucune doc. Non, tu lis le source et tu comprends pas, tu te débrouilles. Mais donc du coup, par exemple, j'étais parti sur voler et j'avais pas mis en place un bus de communication. J'ai changé voler pour Retrofit et j'ai cassé tout mon projet, quoi. Et tu vois, typiquement là, un bus m'aurait permis d'éviter ce genre de problème. Donc moi, si c'est un projet qui démarre, je le conseille fortement à chaque fois. Après, tu peux par exemple mettre comme le dernier que j'ai présenté en immersion de contrôle, tu peux l'utiliser et ce qui est pratique, c'est que tu n'es pas obligé de l'utiliser partout. Donc si tu as déjà un projet existant avec des activités qui sont créées de façon classique, statique, tu peux quand même utiliser cette immersion de contrôle-là et cette librairie-là pour faciliter avec des annotations l'injection des vues, les FindViewID, les click listeners pour éviter de les créer, qui les créent pour toi. Du coup, les nouvelles classes sont créées et sont plus lisibles, et du coup, les anciennes, au fur et à mesure, essayer de les reprendre. Donc ça, c'est assez pratique. Mais après, en lisibilité, c'est vraiment incomparable, quoi. Et il y a des benchmarks qui existent, typiquement sur l'injection de vue, est-ce qu'on sait ouais, alors l'injection de vue, suivant les libs, celle dont je parle ici, il n'y a aucun problème de performance, puisqu'en fait c'est fait à la compile. Donc en fait, il prend ton annotation, il va transformer, quand il va créer ton point de place, il va transformer ce que tu as fait toi à un FindViewID, point ton truc. Donc au final, c'est comme si tu l'avais codé, donc il n'y a aucun problème de performance. Après, tu as des librairies qui font ça à la volée, et du coup là, tu as des problèmes de performance. Parce que je suis pas d'accord, je pense. Parce que tu as surchargé ta classe, il va tout péter. C'est le problème des annotations et. C'est ça qui fait penser quand on veut l'utiliser, est-ce que on peut l'utiliser ou pas? Parce que si on l'utilise, ça va nous bloquer sur certaines choses du développement. Bon. Et après, sur le développement, comme il dit, à l'époque, il faut passer 3 ans, 5 ans. C'est toujours le problème d'utiliser une boîte noire, quoi. Mais après, moi personnellement, je pense que dans 60% des projets au moins, mais l'envergure du projet fait que tu n'as pas une lourdeur et un truc énorme à développer, et donc du coup ça suffit largement, quoi. Vas-y, pas de soucis. On a du temps après. Si tu peux mettre en place une architecture parfaite, presque, avec la plupart des lignes que tu as présentées, c'est long et complexe à mettre en place une bonne fois pour toutes, et ensuite tu as ça sur tous tes projets. Alors, en faire une super boîte noire, justement, ouais. Finalement, mais j'y ai pensé, tu pourrais. Ouais. Ce qu'il y a maintenant, c'est que quasiment toutes les applications ont au moins une communication serveur. Donc, attaquer une API REST, ça arrive quasiment tout le temps. Communiquer avec ton activity, ça arrive aussi, donc le bus de communication pour essayer de traiter. Tu pourrais te créer une architecture qui utilise déjà ces libres. Je me demande même si en cherchant un peu sur GitHub, il n'y a pas des types qui l'ont déjà fait. Il y en a qui hochent la tête dans l'assemblée, peut-être que oui. Mais oui, c'est sûr qu'il faudrait partir sur un truc qui est déjà fait. Mais les libres qui sont utilisés là, je connais mieux Square que Green Robot. Mais en général, ils ont tellement bossé dessus et ils sont tellement habitués à faire de l'open source qu'entre les docs et l'utilisabilité, c'est tellement facile que une nouvelle libre pour l'utiliser, pour la mettre en place et pour la comprendre de base, c'est 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Ce que je me demande quand même, c'est la confiance à apporter là-dessus et sur le court, moyen, voire long terme de ce truc-là. Parce que si jamais cette libre n'est plus maintenue au bout de 3 ans, parce que voilà, il ne lâche plus, tu as ton API. Ouais, mais c'est de l'open source, donc tu te dis que redévelopper une brique. Square, je pense qu'ils sont en train de piller les États-Unis avec leur truc là, et ça n'a rien à voir avec leur paiement. Square, tu peux penser que les libres Square, elles sont là pour longtemps. Non, et puis même si c'est pas maintenu, moi je parle du constat que la brique ou la libre m'intéresse. Ou je la redéveloppe et je ferai sûrement pas mieux parce que j'y passerai moins de temps qu'eux, ou je l'utilise. Et si je vois que je l'utilise et qu'elle ne me plaît pas, il vaut mieux essayer de la comprendre si elle est suffisamment documentée, elle est suffisamment maintenue dans un premier temps, et la modifier, quoi. Je pense qu'en plus de toute façon, ça revient à la forquer, à faire une double maintenance de ton appli, plus d'une libre que tu pensais être... C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux prendre des libres qui ont déjà pignon sur rue et qui ont déjà eu suffisamment d'expérience. Par exemple, je sais que moi, Retrofit, peut-être pas la première version, mais la deuxième version, je l'ai utilisée. Je me suis cassé les dents dessus parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. J'ai créé mes propres converteurs pour faire du binaire, par exemple, pour récupérer une image
avec Retrofit de base, c'était la galère, j'ai dû créer mon propre truc de binaire et tout, c'était n'importe quoi. Et là, on est à la 1.7 ou quelque chose comme ça, et t'as plus rien à faire, quoi. Et du coup, je sais que... Et la mise à jour, par exemple, de ta librairie, là, quelle charge ça t'a apporté? La mise à jour de la librairie, ouais. En général, c'est toujours rétro-compatible, donc c'est juste un coup sur ton GitHub, quoi. Après, tu peux faire des pull requests aussi, hein. Plutôt que de maintenir... Ça a explosé, c'est-à-dire que c'est plus rétro-compatible, c'est ça que tu veux dire? Ça a explosé parce que ça... En fait, jusque-là, on peut augmenter la version publique de Square sans les autres. Ils sont devenus tellement interdépendants que la dernière mise à jour, tout mettre à jour. Et il y avait eu des problèmes de testing, ça ne marche pas sur sur Android, etc. Ouais, c'est possible. Ouais. Parce que du coup, comme Square, Green Robot font beaucoup de libs, ça arrive que du coup, ils font 2 libs séparés, mais qui sont faites plus ou moins pour communiquer ensemble. Donc du coup, ils ont des facilités pour communiquer entre eux. Et ce que disait Nicolas, c'est que si par exemple Retrofit se met à jour, et que du coup vous utilisez OKHTTP, c'est pas un bon exemple, je ne vais pas expliquer ce que c'était, mais bon, c'est bref, OKHTTP. Du coup, si vous ne mettez pas aussi à jour OKHTTP, vous allez vous retrouver à avoir potentiellement des incompatibilités. Donc c'est vrai qu'en général, il vaut mieux suivre vos librairies et les mettre à jour en regardant bien sûr le changelog et essayer de les maintenir comme quand vous maintenez votre code. Après, c'est l'intérêt du découpage. Si à un moment donné, la ligne de communication réseau n'est plus, si c'est bien découpé, on peut la jeter en augmentant les notes sans trop de peine. Ah ouais, c'est pour ça que le but c'est clé. De manière générale, éviter le coupling, ça a forcément que du positif. Oui. Est-ce que tu as déjà servi de RX Java pour enchaîner en fait des appels sur votre profil? Alors, pour éviter le callback L. J'ai failli pareil en parler et je me suis dit je vais exploser le temps et je pense qu'il n'y a pas Julien. Tant mieux parce que sinon il va marceler. J'ai pour projet d'en faire une autre quasiment que sur RX Java. Parce que je pense vraiment que RX Java est la solution. Je vais faire un topo sur ce qu'est RX Java déjà de base. Retrofit le supporte déjà. C'est expérimental. Alors, RX Java est le portage de RX de .NET en Java. Donc RX en Java, RX en .NET, ça fait un petit moment je pense que c'est utilisé. Ouais, mais c'est plus en fait à jour parce qu'on a été sur notre malentage. Il y a plus de... Ouais, il y a le... Comment ça s'appelle le nouveau truc là? C'est quelque chose. Ouais. Et en fait, ça vous permet RX. Je vais revenir si je la trouve. Voilà. Là en bas, je vous disais qu'avec Retrofit, il y a 2 manières de déclarer une méthode. En fait, c'est faux, il y en a 3. J'en ai pas parlé. La troisième, c'est avec RX Java. Donc là, vous êtes de manière synchrone. Là, vous êtes de manière asynchrone parce que le retour se fera dans la callback. Vous avez la possibilité d'enlever cette callback et de mettre un retour de type RX Java. Ça veut dire que ce n'est pas une callback qui est créée, mais du coup, vous allez pouvoir dire, quand l'exécution est faite, donne ça à RX Java, j'essaie de vulgariser un peu, et du coup, RX Java, tu peux faire toutes les opérations de map, de filter, de reduce, de propose. J'imagine, pour enchaîner les appels et tout. Alors, tous les appels sont... Tu peux les chaîner. Je vais donner un exemple simple parce que je pense que j'ai perdu tout le monde, déjà que je n'arrive pas à m'expliquer. Si par exemple, vous voulez faire, et ce qui peut arriver souvent, un premier appel de web service, même d'API, et en parallèle un deuxième, et votre deuxième appel, son résultat, vous avez besoin de faire un autre appel derrière. Mais par contre, vous voulez mettre à jour votre UI que quand le premier appel et le deuxième est fini. Et ça, c'est une problématique qui arrive tout le temps, c'est que du coup, comment faire attendre le premier appel pendant que les deux d'après qui vont se chaîner vont se faire. Mais par exemple, RX Java répond tout simplement à ça, parce que vous pouvez faire votre premier appel, vous allez faire votre deuxième appel, les deux callbacks vont même si ce n'est pas des callbacks, vont se réunir à la fin, vous refaites un list derrière et vous allez avoir un résultat qui va être unique avec une encapsulation de vos deux résultats. Et donc ça, par exemple, c'est pas possible à faire avec des callbacks de base, vous allez devoir sauvegarder la première appel de web service, attendre que le deuxième soit fini pour envoyer tout derrière. Je pense que Vincent en parlera mieux parce que du coup, il a plus exploré Java 7 du coup, que moi et du coup, même oui, Java 8 d'ailleurs.
sur tout ce qui vient du Scala, tout ce qui est lambda expression. Je ne sais pas si ça parle à certains. C'est plus du Java, c'est moins de l'Android. Et si vous aimez les lambda expressions, il y a un mini portage qui existe pour les utiliser sur Android. Et du coup, qui permet d'utiliser la puissance des lambda expressions et la puissance de RX Java avec Retrofit. Et c'est dommage, j'ai pas mon PC, je pense que j'ai encore un onglet ouvert d'une conf de Jack Wharton, qui est un des plus gros contributeurs de Retrofit chez Square, qui a fait une conf il n'y a pas longtemps, juste sur Retrofit et la partie Java de Retrofit. Et il fait un appel comme celui-ci, et à la fin ici, avec un Java, il chaîne 10 lignes de code, où sur la première, il va enlever tout ce qui est les nuls, sur la deuxième, il va trier par ordre alphabétique, sur la troisième, il va faire un group by sur la profession, sur la dernière, il va faire n'importe quoi, et à la fin, on a un seul appel de web service, ou plusieurs qui sont enchaînés, et vous avez un seul résultat qui a déjà les données que vous voulez. Ça vous évite de les parcourir, de récupérer plus grand, même de faire tout ça avec des boucles que vous auriez fait à la fin. C'est RX Java et les lambda expressions qui vous permettent tout ça. Et effectivement, je pense que c'est vraiment un sujet... Toi, tu l'as servi ou pas? Moi, je m'en suis servi, ouais. Mais comme je maîtrise encore mal les lambda expressions, du coup, j'ai du mal à maîtriser la force de ce truc-là. Avec Retrofit, ouais. T'as jamais de soucis à le mettre en expérimental et en gros, ouais, ils le mettent en expérimental, mais du coup, moi, j'ai jamais eu de soucis, ouais. Après, expérimental, c'est un peu comme l'expérimental de chez Google, quoi. C'est que la bêta de Gmail, on a tous utilisé 4 ans avant que... Donc, chez Square, en général, avant qu'ils sortent une lib, ça fait un petit moment qu'eux, ils se sont cassés les dents en interne et avant qu'elle soit publique. Bon, après, c'est pas eux qui maintiennent avec Java, hein. Mais en général, je pense qu'ils doivent assez bosser avec, s'il y a des problèmes, remonter à l'équipe de... Ouais, c'est ça, Netflix.